s'effondre brutalement. Et le pays se divise en petites principautés qu'on appelle les taïfas. Ibn Hazm est de ceux, il n'est pas le seul, d'autres... Étymologiquement, différentes sectes, différentes c'est ça. Royautés, voilà. Ou petits royaumes, oui. Tawaif, c'est le morceau, c'est les taïfas, c'est un morceau, un parti I ou une partie IE, voilà. Donc bon, ça, c'est quelque chose qui insiste sur la décomposition, le fait que l'empire se défait en quelque sorte. Et Ibn Hazm est de ceux qui n'accepteront jamais. En fait, pour dire simplement les choses, qui n'accepteront jamais cette évolution, qui essayeront pendant de nombreuses années de faire en sorte que les Omeyyades soient rétablis dans leur position et qu'ils puissent rétablir l'unité d'Al-Andalus et même l'unité de ce qu'on pourrait appeler l'empire omeyyade, c'est-à-dire au-delà même d'Al-Andalus, cette mouvance, ce protectorat exercé sur le nord chrétien et surtout ce protectorat exercé sur le sud maghrébin de l'islam andalou. Il n'y réussira pas. Et quand il écrit Le Collier de la Colombe, il sait probablement qu'il n'y réussira pas. C'est-à-dire qu'il s'est produit quelque chose d'irrémédiable, de profondément négatif à ses yeux, qui est la chute de cette dynastie aimée, dont il dira et redira que elle disparue, il n'y a plus rien qui mérite qu'on en fasse l'histoire en Al-Andalus. Et pourtant, il y a là probablement un plan divin. Il est impossible de penser qu'il n'y ait pas un sens à ces événements qui apparemment n'en ont pas. Et vous voyez que là aussi nous sommes devant le problème de l'historien par excellence, c'est-à-dire donner un sens à des événements qui apparemment soit n'en ont pas, soit en ont un tellement négatif que nous avons du mal à les affronter. Eh bien, il va essayer de trouver ce sens en faisant entre la guerre civile et l'amour, en établissant une curieuse égalité métaphorique. Parce que qu'est-ce que c'est que l'amour ? Dit-il en fait, l'amour, et là il reprend une tradition prophétique, une tradition de Muhammad lui-même, l'amour est une fitna. L'amour est une guerre civile. Pourquoi c'est une guerre civile ? Fondamentalement parce que c'est une démarche qui consiste pour deux individus, et deux seulement, à s'isoler totalement de la société, oui. C'est-à-dire à rompre avec la société, bien sûr. Il y a des chapitres tout à fait délicieux, parce que il y a des chapitres, il y a un bonheur d'écriture extraordinaire, il faut le dire, dans Le Collier de la Colombe, il y a des chapitres extraordinaires où il explique comment les amants se servent de la langue commune, celle qui nous sert à nous comprendre les uns avec les autres, pour faire en sorte de se comprendre eux et eux seulement, et faire en sorte que les autres ne comprennent rien. C'est une sorte d'autarcie linguistique, même si on utilise les mêmes mots que les autres. Exactement. Je veux dire, j'aime les pivoines, passe pour les autres pour une simple déclaration intéressante, mais tout à fait futile. Mais pour l'amant, ça veut dire... Tu vas m'apporter des pivoines ce soir, bien entendu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, l'amour est une forme de sécession qui, d'abord, et c'est le plus important sans doute pour Ibn Hazm, pervertit la langue, pervertit le langage, puisque précisément, elle fait en sorte que les mêmes mots ne soient pas compris par l'immense majorité et ne soient compris que par un seul.
Nous sommes simplement sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Gabriel Martinez-Gros, professeur d'histoire médiévale et fin connaisseur de la civilisation islamique. Aujourd'hui, en votre qualité, Gabriel Martinez-Gros, de traducteur du Collier de la Colombe, cette œuvre sur l'amour et les amants d'Ibn Hazm, dont vous nous disiez et de quelle merveilleuse façon, comment il a été amené à établir, dans une approche allégorique et métaphorique, que la guerre civile, la fitna, mot de la même racine que fan, qui donne art aussi, et l'amour. Lui qui a connu aussi l'épreuve des geôles, il était emprisonné par moments, et après il a été élargi, comme on dit. Et alors, revenons, comme vous le faites si bien, au texte lui-même, ces différents portiques, la trentaine de chapitres, à ma connaissance, il y a un chapitre où il parle de l'amour du premier regard. Voilà. Oui, absolument. Il y a des choses qu'on trouve là et qu'on ne retrouvera pas dans la littérature occidentale avant, par exemple, Madame de La Fayette. Par exemple, je parle de la princesse de Clèves. Par exemple, le fait que, vous savez peut-être, vous vous souvenez peut-être que la princesse de Clèves et Monsieur de Nemours, qui sont les amants fondamentaux, si j'ose dire, du roman de Madame de La Fayette, sont présentés l'un à l'autre avant de se connaître. C'est-à-dire qu'on leur parle de l'autre avant qu'ils ne se rencontrent, et ils sont déjà amoureux l'un de l'autre avant de se rencontrer, bien entendu. Hein. Eh bien, il y a ça dans Ibn Hazm, c'est-à-dire que il y a ce chapitre dans les naissances, les 10 premiers chapitres sont sur la manière dont naît l'amour, hein, et donc il y a le premier regard, hein, celui qui tombe amoureux, en effet, à la première vue, celui qui tombe amoureux d'un rêve, et celui qui tombe amoureux parce qu'on lui a parlé, hein, tout simplement, ou parce qu'il a entendu une voix derrière un mur. Et on tombe amoureux d'une voix, ça, voilà. C'est tout un chapitre dédié à cela. Oui, voilà. Oui. Voilà. Et il y a là des choses d'une finesse psychologique étonnante, et qui pour l'historien sont aussi tout à fait intéressantes, parce que cela montre ce qu'est la société andalouse du Xe siècle, c'est-à-dire une société qui est au total plus proche de la société de cour du XVIe ou du XVIIe siècle français, si on doit trouver des équivalences, que de la fameuse société des troubadours. Alors, parce que vous êtes en présence d'une société profondément urbaine, d'abord. Hein. Vous n'êtes pas en présence au sens d'Ibn Khaldoun, vous n'êtes pas en présence de bédouins. Ibn Khaldoun, qui n'a pas le raffinement psychologique d'Ibn Hazm et qui n'a pas fouillé dans ces domaines-là de sa vaste pensée, de son vaste génie, Ibn Khaldoun dit à propos simplement des amours adultères qu'on prête à tel ou tel personnage des origines de l'islam, en particulier la femme d'Idriss Kanza, dans la fondatrice la mère du fondateur de Fès, de la dynastie des Hadricides, et auxquels les ennemis de la dynastie et plus tard les ennemis des dynasties marocaines prêtaient des amours adultères pour discréditer les origines idrissides du Maroc. Il dit c'est stupide, dans une société bédouine comme celle où vivaient Kanza et Idriss, l'adultère est absolument impossible, tout simplement parce que les femmes sont entassées quasiment les unes sur les autres et que il n'y a littéralement pas de place pour qu'un homme pénètre dans ce monde, dans ce gynécée. Ce qui est une réplique tout à fait pertinente, en effet. Ibn Hazm ne vit pas dans cette société-là. Hein. Il vit dans une société où il y a ce qu'on appellerait en anglais une privacy. Et il y a une vie privée. Oui. Il y a des pièces particulières. Il y a des pièces où on peut se retirer. Il y a des réunions. Leur maison était mitoyenne à celle d'Al-Mansour. Exactement. Hein, vous avez de grandes maisons avec de grandes cours. Il y a une magnifique anecdote dans le Collier de la Colombe où des femmes qui ont convoqué une fête. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se rassemblent, hein, bien sûr. Hein. La mère, la sœur d'Ibn Hazm ont convoqué une fête avec toutes leurs clientes, dit-il. Donc il y a toute une société qui peut se retrouver. Et on se retrouve dans la cour, hein, où on chante, où on danse.
France. On monte ensuite à la tour d'où on peut regarder la ville. Il y a là une société d'abord profondément urbaine qui n'est pas une société militaire, à la différence de la société des troubadours ou des trouvères auxquels on a trop longtemps comparé le collier de la Colombe. À mon sens, c'est à des siècles bien postérieurs dans l'histoire de l'Occident qu'il faudrait comparer la société